L'épisode 6 de la saison 3 a démarré en trombe, mais l'épisode continue les changements majeurs par rapport au livre. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. L'épisode de cette semaine est une fois de plus riche en changements, alors que le camp des Noirs et celui des Verts effectuent leurs manœuvres sur l'échiquier de la danse des dragons. Rhaenyra occupe le trône de fer, mais sa légitimité est désormais contestée pour plus d'une raison. Certes, Aegon reste introuvable, mais ses partisans sont toujours prêts à se battre pour lui. De plus, Hormoon a lancé une campagne pour faire de Daeron le roi, ce qui complique encore davantage la situation. Le bon début d'épisode tient peut-être au fait que la série a enfin suivi le livre, en adaptant avec une grande fidélité une scène emblématique de Feu et Sang. Cependant, il y a plusieurs éléments qu'il faut aborder. Dans l'intrigue de Port-Réal, la quasi-totalité des scènes de cet épisode sont des créations originales de la série. Cet épisode, tout comme les 3 précédents, pourrait essentiellement se résumer par cette phrase tirée de Feu et Sang. Malgré le désamour des habitants de Port-Réal, la ville et la couronne lui appartenaient. De l'autre côté du détroit, la Triarchie avait commencé à se déchirer. Les flots étaient aux mains de la maison Velaryon. Lord Corlys finit par détruire ce qu'il restait de la flotte de la Triarchie près de leur côte et reprend le contrôle du détroit. La reine Rhaenyra continue de faire face au sein de la ville à des problèmes dont elle n'est pas responsable. Son conseil se heurte à la même difficulté que dans l'épisode précédent. Lord Hormoon Hightower et ses espions à Port-Réal ont réussi à effrayer nombre de manteaux d'or, les poussant à déserter, laissant ainsi les rues sans défense, à la merci tant de la petite délinquance que des insurrections. La population, prise de peur, se tourne vers Rhaenyra pour obtenir protection. C'est là que réside le dilemme de la reine. Même assise sur le trône de fer, Rhaenyra ne peut pas faire grand-chose avec un trésor vide et sans garde, alors que son esprit est constamment accaparé par la menace de Hormoon et de l'armée des Hightower, qui se profile tout près, à Chutebourg. C'est à cet instant, en balayant les inquiétudes des petites gens parce qu'elle se sent elle-même impuissante, que Rhaenyra se blesse au contact du trône, un signe de mauvais augure dans ce monde. Malgré cela, les stratégies de Rhaenyra pour faire face à la situation portent leurs fruits. Elle a raison d'insister pour que Daemon reste dans la capitale afin d'y neutraliser les agents des Verts. Daemon parvient d'ailleurs, dès sa première tentative, à capturer le maître espion de Hormoon. Et son plan pour neutraliser Hormoon manque de peu de réussir. Lorsqu'une délégation d'hommes des Baratheons arrive pour prêter allégeance à Rhaenyra au nom de leur seigneur, celle-ci déjoue immédiatement la manœuvre. Il s'agit d'une tactique dilatoire permettant à Lord Boros d'éviter de se déplacer en personne et de s'engager concrètement, alors qu'il est manifestement allié au camp des Verts. Rhaenyra saisit l'occasion, elle s'empare des vêtements et de l'identité des membres de la délégation Baratheon pour les envoyer à Chutebourg. Le plan est parfait, du moins jusqu'à l'arrivée imprévue de Sir Gwen. Ce dernier avait peut-être observé d'un peu trop près le cousin de Boros lors d'un tournoi ou autre événement, assez pour se souvenir de son visage et ne pas le reconnaître des années plus tard, sauvant ainsi la vie de Hormoon et de Daeron. Pourtant, Rhaenyra tente de reproduire le même stratagème, envoyer un visage familier sous les traits d'un assassin pour éliminer un autre ennemi, lorsqu'elle décide d'organiser une rencontre entre Alicent et Aemon à Harrenhal. Il est évident pour nous que ce plan est également voué à l'échec et qu'il risque de déraper de mille et une façons. Toutefois, Rhaenyra est aux abois et a raison de penser qu'il n'existe aucun autre moyen d'approcher Aemon. Dans ce qui constitue sans doute l'intrigue la plus fascinante de l'épisode, Alice Rivers convainc Aemon de rester à Harrenhal. Elle le séduit non seulement par ses charmes féminins, mais aussi par une promesse d'avenir alléchante, liée à un présent venu du passé, une couvée d'œufs pondus par son cheveu, le dragon de la reine douairière, Rhaena Targaryen. Bien que la présence d'œufs de dragon à Harrenhal ne soit pas canon dans le livre, Rhaena a passé plus d'une décennie dans ce château maudit, et il est tout à fait possible que son dragon y ait pondu des œufs. L'intrigue concernant Alice et Aemon diffère de celle de Feu et Sang, où il est simplement relaté que Aemon a pris Alice pour maîtresse en guise de butin de guerre et qu'ils ont peut-être eu un enfant ensemble. La série a construit une dynamique bien plus complexe dans laquelle Alice joue un rôle déterminant pour la survie de Aemon. Leur baiser ne naît ni de la violence ni du désir. Il s'apparente presque à une promesse scellant l'avenir que Alice a su rendre si séduisant. J'ai également apprécié la dynamique entre Daeron et Gwen, qui a permis au prince de supplier son oncle de l'aider. La série s'attache toujours à créer de nouvelles intrigues et des relations plus profondes pour l'équipe verte, et je regrette simplement que le même privilège ne soit pas accordé à l'équipe noire.
Avons-nous déjà vu le prince Daemon et sa fille Baela interagir? Le jeune prince Daeron est, en réalité, l'otage et la victime de Hormoon. Quelle ironie que Alicent ait cru le sauver en l'envoyant en famille d'accueil à Villevieille, pour finalement voir son cousin l'enfermer dans une cage dorée. Daeron aurait été bien plus en sécurité à Port-Réal, où Rhaenyra aurait pu simplement le confiner dans ses appartements, comme elle a fait avec son faux représentant. Bien que j'ai beaucoup aimé cette scène, je dois souligner que l'incohérence spatio-temporelle persiste. Comment Gwen a-t-il pu traverser les Conflans sans encombre et arriver à Chutebourg aussi vite, alors que les troupes des Conflans sont encore à des semaines de marche? Situation qui perdure depuis 5 épisodes. Les scénaristes ont manifestement pris des libertés avec le personnage de Gwen. Rappelons que, selon Feu et Sang, ce chevalier devrait être mort depuis longtemps, ayant péri le jour où Rhaenyra s'est emparé de Port-Réal, tué par ses propres frères d'armes du guet. À Port-Réal, on surnomme déjà Daeron le Hardy, épithète qu'il porte également dans Feu et Sang. Toutefois, dans le livre, le prince a mérité ce nom grâce à ses exploits sur le champ de bataille, lors de la bataille de l'Hydromel, un affrontement qui n'a pas eu lieu dans la série. À l'écran, ce surnom relève simplement de la propagande de Hormoon, destinée à rallier les petites gens à sa cause. Ayant besoin d'hommes pour remplacer les manteaux d'or, Rhaenyra sollicite l'aide des Vélarions. Aline demande alors à son père de fournir des troupes et le supplie de revenir. Toutefois, Corlys reste campé sur sa colère et Aline peine à se faire entendre de lui. Frustrée, Aline interpelle Lady Baela au sujet de Corlys. La scène s'achève de manière inexplicable par un baiser entre les deux personnages qui survient de façon totalement inattendue. Aline et Baela n'ont interagi à l'écran que pendant 1 minute environ dans l'épisode 2, discutant de Corlys après la bataille du Gosier, espérant contre toute attente le retrouver en vie. L'épisode précédent a établi que Baela entretient un lien beaucoup plus étroit avec Adam, le frère de Aline. En tant que dragonnier, ce dernier passe beaucoup de temps avec elle et semble peut-être éprouver des sentiments à son égard. En fait, leur dernière scène de l'épisode 5 laissait entrevoir une possible attirance, ce que l'on ne peut pas vraiment dire de la relation entre Aline et Baela. S'il est possible de blâmer quiconque de tomber sous le charme de Baela Targaryen, ce baiser avec Aline a semblé plutôt déplacé, faute de toute préparation préalable. Si Aline et Baela avaient interagi ne serait-ce qu'une fois par épisode, j'aurais pu adhérer à cette idée, mais rien de significatif ne venait justifier ce rapprochement. Ce n'est pas le changement en soi qui me dérange, mais plutôt l'absence d'interaction avant le baiser. Sur la place du village de Croix-de-Orme, on découvrit un nouveau festin macabre. Habitués désormais à ce genre de spectacle, les éclaireurs de Sir Criston grimacèrent et poursuivirent leur route sans prêter attention aux cadavres en décomposition, jusqu'à ce que ces derniers se relèvent brusquement pour se jeter sur eux. L'épisode exploite habilement un détail qui n'était qu'effleuré et que l'on aurait pu facilement négliger, pour en faire un moment intense. Les quelques éclaireurs restants de Criston Cole découvrent une scène d'horreur où gisent des centaines de soldats, victimes d'une bataille fantôme. Distraits par ce spectacle, ils tombent dans un piège lorsque les morts se relèvent pour les attaquer, dissimulant ainsi l'arrivée d'une armée bien plus imposante, composée de gens du Conflans et des loups de l'hiver. Lors de la tentative de pourparlers menée par Cole, seuls les personnages diffèrent. Toutefois, il est tout à fait logique de remplacer les inconnus Sir Garibald Gris et Pat de Longfeuille par le visage familier de Sir Oscar Tully. Les répliques sont reprises mot pour mot, à l'exception d'une seule, peut-être la plus emblématique, qui, malheureusement, est totalement absente de l'épisode. Il n'y aura pas de chanson pour célébrer la bravoure de ta mort, faiseur de roi, déclara Longfeuille. Des dizaines de milliers de morts sont tombés à cause de toi. Il s'adressait à un cadavre. J'ai également apprécié que ce soit Ali la Noire qui décoche la première flèche, bien que nous n'ayons eu qu'un bref aperçu de ce personnage à l'écran. Elle jouera un rôle important dans la saison 4. Dans le livre, Criston quitta Harrenhal à la tête de 3600 hommes, en ayant perdu environ 400 du fait de raids ennemis, de maladies et de désertion. Ils progressèrent vers le sud en longeant la rive occidentale de Œil-Dieu, mais leurs ennemis appliquaient la tactique de la terre brûlée, incendiant leurs propres forêts et villages. Les Noirs menaient une guerre de harcèlement contre les Verts, et de jour en jour, les rangs de Criston s'amincissaient par les désertions ou le ralliement de ces hommes au camp adverse. À une occasion, les Verts tombèrent sur un spectacle macabre, des cadavres en train d'être dévorés par des charognards, ceux des hommes tombés lors de la bataille de la Curée des Poissons. Plus tard, au village de Croix-de-Orme, les troupes de Criston furent attaquées par des Noirs déguisés en cadavres. Elles perdirent 12 hommes avant de comprendre la ruse de Trombo le Noir. Alors qu'il faisait route vers la Nera, Sir Criston Cole mena ses troupes affaiblies dans une embuscade sur une crête rocheuse au sud de Œil-Dieu. Les Verts se retrouvèrent en infériorité numérique face à des forces venues du Conflans et du Nord 2 fois plus nombreuses qu'eux. Criston entama des pourparlers avec Sir Garibald Gris, Sir Pat de Longfeuille et Roderick Dustin. Il proposa de se rendre, mais les 3 représentants du camp des Noirs refusèrent. Criston s'apprêtait à affronter ses 3 adversaires simultanément. Toutefois, avant qu'il ne puisse le faire, le faiseur de roi fut abattu par des flèches
mariage de Robb Rivers le Rouge et de 2 de ses archers. La mort de Criston venue, Lord Dustin donna le signal de la charge à l'avant-garde des Noirs composée de ses loups de l'hiver et des chevaliers du Conflant. Les rangs des Verts s'effondrèrent rapidement, des centaines d'entre eux furent tués alors qu'ils tentaient de fuir la crête. Après la bataille, Sir Garibald Gris fit cette remarque: ce fut une boucherie, pas une bataille. En entendant les propos de Garibald, Champignon se mit à qualifier ce massacre de bal des bouchers. Mysaria cache officiellement des informations à Rhaenyra. Elle a appris la grossesse de Elaena sans en informer la reine, alors qu'elle avait promis à Alicent de le faire. Lorsque Rhaenyra aborde le sujet et se confie à elle dans cet épisode, la maîtresse des chuchoteurs feint l'ignorance. Bien que la grossesse de Elaena survienne bien plus tôt dans le livre, Mysaria reste loyale envers Rhaenyra jusqu'au bout. Cette omission est-elle le prélude à une trahison ou simplement une faiblesse passagère? Rhaenyra demanda Mysaria si elle était au courant et cette dernière lui ment effrontément. Elle aurait pourtant pu s'en tirer facilement en disant « Oui, je l'ai appris hier et j'aurais soulevé la question au conseil, mais nous avons été interrompus par la délégation Baratheon. » Ce mensonge semble bel et bien délibéré, ce qui est très inquiétant. La quête secondaire de Daemon impliquant les manteaux d'or ne figure pas dans Feu et Sang, mais constitue un ajout appréciable. C'est assurément une meilleure façon d'offrir plus de temps d'écran à Matt Smith que cette intrigue hallucinatoire qui se déroulait à Harrenhal la saison dernière. Il ne manque qu'une modeste promesse de récompense pour que Ulf change de camp, tandis que Hugh a peut-être besoin d'une motivation supplémentaire, bien que sa femme ne soit jamais mentionnée dans le livre. Si voir Daemon humilier Ulf à maintes reprises peut être divertissant, le moment où la balance penchera et provoquera sa trahison sera plutôt triste, sachant que Daemon avait proposé, dans le livre, de faire d'Ulf et de Hugh des seigneurs. Rhaena aperçut au loin, dans Slune, le dragon de Baela, et submergé par la solitude, tenta de le suivre, un acte pour lequel Lady Jynarine la réprimanda. Rien de tout cela ne figure dans Feu et Sang, où Rhaena ne revendique jamais voleur de moutons et coule des jours heureux dans le Val, loin de tout exil volontaire. Au vu de cette nouvelle intrigue, j'espère que la loyauté de Rhaena envers les siens la ramènera bientôt auprès d'eux. L'épisode s'achève sur l'attaque de Corlys par Jon Roxton et sa capture probable, sur ordre de Hormoon. Le seigneur Hightower avait d'ailleurs laissé transparaître son admiration pour Corlys plus tôt dans l'épisode. Chercherait-il à le kidnapper pour que Lord Velaryon serve d'Aeron en tant que main du roi? Si tel devrait être le cas, jusqu'où irait le délire d'Hormoon? Rien de tout cela n'apparaît dans Feu et Sang, où Hormoon ne proclame jamais d'Aeron roi. Le rebondissement final a laissé un sentiment de déception, ou peut-être est-ce simplement que commencer l'épisode par une scène aussi légendaire que le bal du boucher a placé la barre trop haut et imposé une cadence singulière au reste de l'épisode. C'est un peu dommage, mais je reste sur mon idée que Criston Cole ne devait pas avoir une fin d'épisode. Il ne reste plus que 2 épisodes, histoire de relever un peu le niveau, car c'est vrai que le début de cette saison était particulièrement intéressant, le milieu un peu moins, en espérant que la fin fasse mieux. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, et comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.